Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous des nouveaux territoires, émission que vous retrouverez tous les jours pendant ce Salon des maires pour analyser les défis auxquels nos communes sont confrontées et évidemment les solutions mises en place à la fois par les citoyens et par les élus. Aujourd'hui, on parle de prévention santé dans les territoires avec Claire Peigné. Bonjour. Bienvenue Bonjour. à vous, heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes maire de Morancé dans le Rhône, vous êtes docteur en médecine et vous êtes également coprésidente de la commission santé de l'AMF. Frédéric Chéreau, bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le maire de Douai dans le Nord et coprésident de la commission santé de l'AMF. J'accueille également Jean-Yves Larour, bonjour, bienvenue à vous. Directeur général de Fréquence Avenir, c'est la filiale formation santé du groupe Fréquence Médicale. Pourquoi docteur? Le thème de cette 107e édition du Congrès des maires, c'est la liberté. On va donc voir ensemble comment les communes peuvent s'émanciper. Aussi, ce ne sera pas seulement le thème de ce débat, mais on va en parler de la tutelle de l'État en matière de prévention santé. On va peut-être commencer par définir ce dont on parle. Quand on parle de prévention santé, Claire Peigné, alors il y a des piliers qui dépendent de nous, l'alimentation, la pratique sportive, la lutte contre la sédentarité, on peut dire ça? Alors, je pense qu'il faut partager la définition de l'OMS Oui. qui définit la prévention comme l'ensemble des actions menées dans le but d'améliorer la santé publique. Et à partir de là, effectivement, ça peut être décliné dans différentes thématiques. Vous avez cité l'alimentation, le sport, mais ça peut être aussi l'environnement. Donc effectivement, partons d'un constat commun, d'un objectif commun. Et comme nous sommes plusieurs acteurs à être dans cette gouvernance partagée, je pense que c'est important effectivement que les maires puissent redire aujourd'hui ce qu'ils sont en capacité de faire, ce qu'ils attendent aussi des autres acteurs. Mais on va voir que les communes et le bloc communal portent déjà beaucoup d'initiatives au niveau local. Oui, effectivement, on va en détailler ensemble. On sera notamment en reportage dans la Sarthe pour voir un exemple de dépistage. Et puis, vous me citerez l'une et l'autre des exemples menés dans vos communes. Quand on parle de cette prévention santé, est-ce que tout est lié? C'est un peu ce que je retiens de ce que vous venez de nous dire. C'est-à-dire que l'environnement, nos comportements, la pollution, tout ça, c'est finalement lié, indissociable? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est tout un ensemble finalement lié à nos modes de vie. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce qu'on appelle les déterminants de santé. Oui. En fait, on a le sentiment que pour être en bonne santé, ça dépend d'abord des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, etc. À 30% seulement. Le système de santé, de soins dans son ensemble, c'est 30% des déterminants de santé. Oui. Notre ADN, c'est 10%, on n'y peut pas grand-chose. Donc il reste 60%. Il reste 60%, et 60%, c'est ce qu'on mange, le travail qu'on fait, le logement qu'on occupe, si on vit dans une ville polluée ou pas, à proximité d'espaces verts ou pas, la sociabilité à laquelle on a accès aussi, parce que la santé mentale fait partie de la santé. Et au fond, pour nous, maires, ce sont des sujets importants, parce que finalement, tous ces sujets que je viens de vous citer, c'est notre quotidien. Les maires travaillent sur la ville marchable, la ville sportive, les espaces verts, la cantine des enfants, la qualité du logement, etc. Donc c'est 60% de déterminants de santé. C'est finalement le quotidien des maires. Oui. On parle de la ville du quart d'heure notamment, c'est une façon d'inciter les citoyens, vos citoyens, à marcher le plus souvent possible ou à prendre le vélo. Je veux bien que vous nous présentiez en quelques mots, Jean-Yves Larour, ce qu'est Fréquence Avenir. Oui, Fréquence Avenir, c'est un organisme de formation spécialisé en santé, en développant des programmes de e-learning vers les médecins, mais aussi vers les collaborateurs d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de la santé, effectivement, dépasse le lieu de soins, mais devient aussi dans le quotidien, et notamment dans la vie professionnelle, à travers la prévention en santé mentale, mais autres actions également. Quel type d'action en matière de prévention santé vous menez? Alors, essentiellement, aujourd'hui, il y a une loi de 2021 qui positionne les entreprises comme un vrai espace de santé. Et aujourd'hui, enfin traditionnellement, la prévention, c'était prévenir l'accident du travail.
Depuis la loi 2021, la santé en entreprise et la prévention santé en entreprise a dépassé le risque travail et aborde également les sujets de santé publique. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui de plus en plus les entreprises se saisir du mois sans tabac, du Dry January, parce que c'est des moments managériaux en entreprise pour pouvoir briser les tabous et éviter le déni partagé. Et donc aujourd'hui, les entreprises se saisissent, ont l'obligation, quand je dis entreprise, c'est employeur, également employeur public et donc collectivité locale. Bien sûr. Les entreprises et les employeurs se saisissent cette obligation-là et font face à une demande des collaborateurs qui est de plus en plus forte à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez des campagnes nationales de prévention santé? Est-ce qu'elles vous semblent suffisantes? Je disais tout à l'heure, le thème de ce Salon des maires, de ce Congrès des maires, c'est la liberté et la capacité des communes à s'émanciper de la tutelle de l'État. Est-ce que vous pensez que les campagnes de prévention santé nationales sont suffisantes? Puis après, je vous demanderai si vous en faites au niveau local aussi. Votre avis, Claire Peignet? C'est vrai que dans le dernier rapport qui a été remis en 2025 par la CNAM, la prévention est l'axe majeur à développer pour les prochaines années. Ça, c'est un constat. Et effectivement, la CNAM coordonne la territorialisation de toutes les actions de prévention. On ne va pas parler que de la prévention pour le cancer. C'est vraiment toutes les préventions et ça concerne tous les âges, de la périnatalité jusqu'au vieillissement. C'est la prise en charge des problèmes cardiovasculaires, de l'obésité, de la santé mentale, effectivement. Et ces campagnes, elles existent. Ce que l'on demande et ce que l'on propose au niveau de l'association des maires, c'est d'être plus associé à ces campagnes pour que cette vraie territorialisation soit efficace et opérationnelle. Mais elle existe. Ouais. Votre avis, Frédéric Chéreau, est-ce que on est souvent, et vous êtes les premiers à porter l'idée qu'il faut que les politiques publiques soient adaptées à l'échelon local? Moi, ça me semble toujours absurde de cette verticalité quand on décide d'une politique publique et puis on fait la même à Brest, à Strasbourg ou à Biarritz. Est-ce qu'en matière de prévention santé, la question se pose moins, ou est-ce qu'effectivement vous pensez qu'il faut un maillon un peu plus serré? J'en suis absolument persuadé. Il faut associer ce qui va du haut vers le bas et ce qui va du bas vers le haut. Les grandes campagnes nationales ont l'avantage de mettre un sujet sur la place publique et de le mettre dans l'air du temps. Les gens en entendent parler à la radio, à la télévision, mais si ce n'est pas repris ensuite localement, ça ne va pas jusqu'au bout et ça ne va pas jusqu'à pousser les gens à l'action. Et si on veut organiser des campagnes de prévention, pour le coup, ça n'est plus aux grandes institutions d'organiser même l'événement sur le terrain. Ouais. Il faut à un moment donné faire confiance à ceux qui sont déjà sur le terrain, à savoir les maires, mais aussi autour des maires, les centres sociaux, les associations de proximité, etc. Et c'est à ces associations, finalement, qui connaissent les gens. Et souvent, les gens les plus éloignés du soin, de dire, voilà, l'action de prévention, on va la faire à ce moment-là, à cet endroit-là. Moi, j'ai assisté à des actions de prévention dans un jardin partagé d'une association de quartier. Et ce sont les médecins ou les infirmières de santé publique de la CPTS qui se déplacent. Et quelque part, on fait se rencontrer l'expertise sanitaire et les gens qui ont l'expertise de l'habitant. Oui, et alors ça veut dire que les médecins ou ces gens qui ont l'expertise sanitaire, ils ont rencontré des citoyens de la ville qui ne seraient peut-être pas venus dans leur cabinet. C'est ça ce que je comprends, quoi. C'est-à-dire que ça permet de toucher de plus en plus de monde, quoi. Et des gens qu'on a besoin d'aller toucher. C'est ça. Quand une institution organise dans une grande salle du centre-ville de la mairie, je ne sais pas, un dépistage d'ophtalmique par exemple, vous allez voir des gens qui sont déjà suivis, qui ont déjà des lunettes et qui veulent juste voir s'ils ont perdu une ou deux dioptries. Ouais. Quand vous organisez un événement dans un quartier politique de la ville et que c'est l'association de quartier au pied des tours qui organise l'événement avec le public qu'elle connaît déjà, là, vous allez toucher des gens qui peut-être n'ont pas vu d'ophtalmo depuis des années ou pas vu du tout d'ophtalmo dans leur vie. Ça change complètement le paradigme et vous gagnez du temps en plus en termes de communication parce que l'association de quartier, son public, elle l'a déjà. Elle le connaît et elle sait comment le mobiliser, parfois par le bouche à oreille simplement. Ouais. Bon, moi, j'ai vu mon ophtalmo, il faut que je passe au verre progressif. Bon. Mais enfin, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Est-ce qu'elles sont acceptées, globalement acceptées, les campagnes de prévention santé, ou est-ce qu'il y a parfois des réticences parce que justement, on parle de sa santé, on peut avoir peur d'aller faire un dépistage parce que qu'est-ce que je vais apprendre? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, la question est très très bonne sur l'alternative
prévention-dépistage. Parce qu'en fait, oui, les campagnes de prévention sont extrêmement bien acceptées. Oui, les Français ont pris conscience que la prévention était essentielle. Oui, à peu près 9 Français sur 10 ont intégré des gestes quotidiens de santé, le sport, la nutrition, la limitation de l'alcool et du tabac. Tout ça, c'est gagné. Mais sauf qu'il n'y a que 26% des Français qui pensent que la prévention passe par le dépistage, une rencontre avec un médecin, de l'imagerie, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a un niveau de réussite et d'acceptation sur la prise de conscience, mais pas encore dans la concrétisation. Et c'est vrai que quand la Cour des comptes, par exemple, a fait une étude sur la prévention en France, à peu près c'est un coût de 15 milliards d'euros, enfin un investissement de 15 milliards d'euros par an. Mais contrairement aux voisins européens, nos actions de prévention, elles se limitent sur le sujet de l'information et pas assez sur la mise en œuvre de l'action de prévention. Oui. Parce que je n'ai pas bien compris qu'il fallait, la prévention ne passait pas juste parce qu'il y avait dans mon assiette ou dans mes baskets. C'est aussi une prise de sang, c'est aussi de visite médicale. On reparlera de dépistage tout à l'heure, mais je voudrais qu'on aborde la question de l'inégalité d'accès à la santé et d'une certaine façon à la prévention. Claire Peignet, est-ce que c'est une question de moyens aussi, la santé? Parce que si on parle d'alimentation, tout le monde ne peut pas acheter, aller au marché, acheter du bio tous les jours, etc. etc. On sait que les produits transformés, ultra transformés, sont pas forcément bons pour notre santé, mais ils sont souvent moins chers, quoi. Si on reste sur le côté de la prévention, je pense que pour reprendre un terme, je pense qu'on peut tous partager, c'est l'éducation à la santé. Oui. Et c'est très compliqué. Et vous avez raison de souligner qu'il y a des inégalités à la fois dans les territoires, mais au sein d'une même population, on a des publics fragiles, on a des publics qui sont en situation de précarité et pour lesquels vous ne pouvez pas prôner une alimentation saine, équilibrée, alors que quelquefois, il n'y a même pas un repas par jour. Donc je pense qu'il faut aussi se rendre compte d'une certaine réalité. On ne peut pas avoir un discours uniforme sur l'ensemble du territoire. Et c'est là que les maires jouent pleinement leur rôle avec les acteurs sociaux, justement pour repérer des populations à qui vous allez tenir un discours différent. La prévention par rapport à l'alimentation, si je reprends votre exemple, c'est peut-être déjà d'apporter 1 ou 2 repas par jour équilibrés à certaines familles. On n'est pas à dire ça c'est des produits transformés, c'est moins bon, c'est trop riche en graisse, trop riche en glucides. C'est déjà de s'assurer que sur certaines populations, il y a une alimentation tous les jours. Et on parle souvent de familles et d'enfants. Oui. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, on peut se dire les choses. On est entre nous, il y a des grands thèmes qui circulent, mais la réalité, cher Frédéric, de notre quotidien, c'est ces situations-là qu'il faut commencer à régler tous ensemble. Et puis ensuite, on fera de l'éducation sanitaire, de l'éducation à l'alimentation en lien avec l'école, mais posons le problème comme ça aussi aujourd'hui. Alors on sait que la santé, c'est souvent sur le podium des préoccupations principales des Français. Je vous propose cette enquête Odoxa, ce qui nous dit que 6 Français sur 10 sont insatisfaits de l'accès aux soins là où ils vivent. Et alors 53% d'entre eux ne font pas confiance à leur maire, c'est pourtant leur élu préféré, hein, on s'en souvient, pour améliorer l'accès à la santé et à la prévention dans leur commune. Peut-être parce qu'ils se disent que finalement, ça dépend pas du maire et peut-être d'autres échelons. Frédéric Chéreau, derrière ça, je vois aussi évidemment la thématique des déserts médicaux. Je ne sais pas comment ça se passe à Douai. Moi, quand je traite de cette question-là sur d'autres plateaux que celui-ci, j'ai souvent des invités, des spécialistes de santé qui me disent « mais la France est en train de devenir un désert médical ». Comment vous le vivez, ça ? Alors, là-dessus, vous avez raison, la santé n'est pas une compétence des maires, mais c'est vraiment quelque chose qu'affirme l'AMF. Les maires ont le droit de s'en emparer quand ils estiment qu'ils ont quelque chose à apporter, et c'est très souvent le cas. Ce que nous demandons, c'est que la santé reste une compétence d'État. Au final, pour que les gens soient aussi bien soignés au fin fond des monts du Forez qu'à Neuilly-sur-Seine. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En revanche, nous, maires, nous disons, nous sommes capables, sur le dernier kilomètre, d'apporter une connaissance de la population, une connaissance du terrain, de faire travailler ensemble les acteurs, les médecins de ville et les médecins hospitaliers, les acteurs sanitaires
et nos associations de proximité. Nous sommes bons sur la prévention primaire en travaillant sur les repas dans les cantines, en travaillant sur l'accès au parc, au sport, etc. Nous pouvons accompagner sur la prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage, en aidant les acteurs à organiser des campagnes. Mais nous ne voulons pas être responsables au premier chef des politiques de santé. C'est à l'État de s'assurer qu'il y a un médecin accessible pour chaque Française et chaque Français. Oui. Même si on voit des élus qui se battent pour faire venir des médecins dans leur commune. Est-ce que la télémédecine, ça peut être une solution, Jean-Yves Laroux? Oui, évidemment, ça permet de faciliter l'accès justement aux médecins, au conseil médical et en amont du soin. Vous voyez, par exemple, on parlait d'inégalité territoriale, mais sur 2 campagnes qu'on connaît bien, la campagne de prévention du cancer colorectal et celle du cancer du sein, où on en parle beaucoup, bien en fait, en moyenne, 40%, vous savez, la petite enveloppe bleue qu'on reçoit à partir de 50 ans sur le cancer colorectal, il y a un taux de réponse. Je parle de ma vie. Oui, de 40%, 40% de réponse. Oui. Ce qui est déjà pas mal. Mais sauf que c'est 50% dans les grandes métropoles et 30% dans les départements les plus éloignés des centres de santé. Donc la télémédecine, ça peut, par rapport à un patient de plus de 50 ans, dire vous avez peut-être reçu une enveloppe bleue, voilà à quoi ça sert, voilà ce qu'il faut faire et voilà le bénéfice que vous allez en tirer. Ce contact avec le médecin, au-delà du soin, mais qui permet le conseil de prévention, il est essentiel dans la chaîne de prévention. Oui, effectivement. Alors vous parliez encore une fois de dépistage. Je vous propose un reportage tout de suite. Un des éléments essentiels de cette prévention, c'est le dépistage. On va partir à Vitry-le-François. On est dans la Marne. Je crois que j'ai dit dans la Sarthe tout à l'heure, pardon. Où c'est un centre local d'information et de coordination qui propose, regardez, une journée de détection des pathologies oculaires à destination des personnes âgées. Reportage signé Julien Debrune pour Puissance TV. Des yeux. Non. Pas de problème de pathologie oculaire dans la famille? Non. D'accord. Ces quelques questions d'usage permettent d'adapter le dépistage. Ce mardi 7 octobre au CLIC de Vitry-le-François, 27 personnes sont venues prendre soin de leur santé visuelle. Ce rendez-vous organisé par l'association d'appui aux professionnels de santé s'adresse aux personnes de plus de 60 ans n'ayant jamais eu de suivi ophtalmologique ou dont le dernier examen remontait à plus de 3 ans. Une occasion essentielle pour détecter des pathologies silencieuses comme le glaucome ou la cataracte. Ce qui est délicat avec certaines pathologies, c'est qu'elles sont souvent asymptomatiques dans les premiers temps, dans les premières années, notamment l'augmentation de la pression intraoculaire qui peut rester silencieuse pendant de longues années sans qu'on s'en rende compte. D'où l'intérêt du dépistage qui va permettre de vérifier qu'il n'y ait pas ce genre de problème et si on le détecte, on va pouvoir réagir en adressant le patient auprès d'un ophtalmologiste. Le dépistage se déroule en plusieurs étapes. 2 machines différentes prennent des clichés des yeux des patients. Ces images sont ensuite envoyées à un ophtalmologiste qui les interprète à distance via une plateforme sécurisée. Un compte-rendu est ensuite transmis au patient ainsi qu'à son médecin traitant. Si une pathologie est détectée, le patient est invité à prendre rendez-vous avec un spécialiste pour un suivi plus approfondi. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Ça nous est proposé gratuitement, c'est simple, ça dure 5 minutes, pourquoi pas, hein. Bon, comme on n'arrive pas à trouver d'ophtalmo, donc je me suis décidée, j'ai dit bon, du fait que j'ai du diabète, il faut que je fasse contrôler ma vue. Le docteur me l'avait dit. Alors je suis venue, je suis très bien accueillie. Un autre dépistage visuel, cette fois destiné aux personnes atteintes de diabète, est prévu le 23 octobre à Saint-Dizier. Vous pourrez revenir faire avec nous l'examen l'année prochaine. D'accord. Alors on est vraiment au cœur de votre rôle, du rôle des maires. Je veux bien qu'on s'appuie sur vos expériences respectives. Claire Peigné, je commence avec vous. Sur une opération peut-être de dépistage, puisque là on parlait de dépistage. Alors ça peut être du cancer, ça peut être de toute autre chose que vous avez mené dans votre commune. Alors, comme nous préparons le forum santé de jeudi matin, je voudrais donner l'exemple de la commune de Colmar, qui est labellisée Ma Ville se ligue et qui a mis en place un dépistage à travers un mammobus. Et ce qui est très intéressant, c'est que le maire de Colmar et son équipe ont choisi l'emplacement du mammobus pour justement aller dans cette politique d'aller vers. Et d'autre part, pouvoir permettre aussi, parce que nous sommes employeurs, nous les maires, au personnel féminin municipal de se faire dépister. C'est typiquement l'exemple d'un maire
qui a organisé ça de manière intelligente, en lien avec les associations, en lien avec les professionnels de santé, pour être Ça rejoint ce que disait Frédéric Chéreau tout à l'heure. Absolument. Aller vers les populations. Aller vers. Oui, effectivement. Un autre exemple peut-être dans votre communique, Frédéric Chéreau. Alors à Douai, nous travaillons par exemple sur quelque chose qui s'appelle la responsabilité populationnelle avec l'hôpital de Douai. J'ai entendu parler du diabète, du dépistage du diabète dans le reportage à l'instant. Et justement, la responsabilité populationnelle, c'est l'idée de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont à risque de faire du diabète ou de l'insuffisance cardiaque, ce qu'on appelle les maladies chroniques, qui ne le savent pas, qui peut-être sont déjà malades sans trop encore s'en apercevoir. Et plutôt que d'attendre que ces gens un jour fassent une crise et finissent aux urgences, on les dépiste. Alors, l'hôpital travaille avec les acteurs de ville, avec les médecins de ville, les communautés de professionnels de ville, pour organiser de manière un peu systématique des actions de prévention et repérer le plus grand nombre possible de personnes, puis les orienter ensuite dans un parcours clinique. Voilà, ça c'est un exemple de ce qui peut se faire. Un exemple totalement différent, ça va être par exemple le sport sur ordonnance. La capacité pour les médecins de prescrire du sport. Et ensuite, c'est nouveau ça date d'il y a quelques années, c'est ça? Ça date d'il y a quelques années, je crois que ça a commencé aussi en Alsace, à Strasbourg, et la ville de Douai le fait. Et donc nos clubs sont capables ensuite de prendre en charge la personne. Alors ça passe d'un médecin à un spécialiste du sport santé qui traduit la prescription en gestes ou en séances spécifiques. Et ensuite, gratuitement, dans nos clubs, la personne peut venir faire du sport santé. Est-ce qu'il y a, Jean-Yves Laroure, des campagnes de prévention plus importantes que d'autres? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, alors, évidemment, moi je vais penser au cancer, mais est-ce qu'il faut mettre plus de moyens sur les maladies qui causent le plus de décès dans notre pays? Alors, en fait, oui, il y a des campagnes qui sont structurantes et qui sont aussi des outils pédagogiques pour parler de prévention en permanence. On a parlé des campagnes sur l'alcool, par exemple, on a parlé des campagnes sur le cancer. Donc, ces temps forts sont des moments essentiels pour aller jusqu'au bout de la prévention, mais aussi faire la promotion de la prévention au sens large. Mais en fait, ce qui est important, c'est la prévention au quotidien. C'est important de pouvoir identifier des grands temps de campagne, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est extrêmement important, mais en même temps, ces campagnes nationales, elles aboutissent à des inégalités importantes. Il y a certaines grandes villes où c'est plus facile d'avoir un accès au dépistage et d'autres territoires où c'est moins simple. Donc en fait, l'enjeu... Prévention au quotidien, ça passe par quoi? Par exemple, dans les entreprises que vous accompagnez, parce qu'on passe tous devant des panneaux où il y a des affiches, et puis on la regarde peut-être le premier jour, l'affiche, et puis après, elle fait partie de notre environnement et on la regarde plus vraiment, quoi. Alors, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut sortir du one-shot dans une action de prévention au sein de l'entreprise et transformer ce sujet en sujet managérial. C'est-à-dire que nous, on accompagne les entreprises à l'occasion du Dry January pour parler de consommation d'alcool, évidemment, mais après, pour aller au-delà et pour parler de santé mentale, de consommation de substances. Mais effectivement, quand on fait une campagne sur les addictions, j'ai plus de 50 ans, je prends des benzodiazépines, des médicaments sur ordonnance de manière régulière, je ne m'interroge pas sur mon addiction aux médicaments. Pour autant, si j'en prends depuis plus de 2 ou 3 semaines, et les Français sont nombreux à en prendre depuis plus de 2 ou 3 semaines, on est dans une addiction. Donc le sujet de l'addiction, qui est un sujet un peu tabou, si on crée un événement managérial d'information, de débat, où on casse le déni partagé, ça permet d'aborder, de prendre conscience et en même temps d'avoir des petits outils d'autodiagnostic, par exemple, pour pouvoir prendre conscience d'aller voir un médecin. Avec une difficulté pour les chefs d'entreprise, c'est que la santé, c'est l'intime. Donc il faut réussir à en parler à tout le monde sans pointer, entre guillemets, tel ou tel salarié, quoi. Exactement, mais aujourd'hui, la demande, elle vient des salariés eux-mêmes. On a parlé de la loi qui était une loi contraignante, mais pour autant, dans tout ce qu'on évoque aujourd'hui, des différents acteurs qui s'emparent du sujet de la santé, finalement aujourd'hui, 80% des salariés d'entreprise estiment que l'entreprise, que leur employeur est légitime à parler de santé. Et que même, 3 nouveaux collaborateurs sur 4 estime qu'une entreprise qui propose des services de prévention, qui permet de parler de santé, d'équilibre vie pro, vie perso, de tous ces sujets de santé-là, ben finalement, ça nourrit la marque employeur et je préfère aller dans une entreprise qui parle santé plutôt qu'une entreprise qui ne parle jamais de santé, qui conforte le déni partagé. On parle du rôle des maires et des leviers, des outils de prévention dans les communes. Alors, par exemple, il y a ce qu'on propose dans les cantines scolaires. Claire Peigné, alimentation bio, pas bio, là aussi, il y a un cadre réglementaire. Comment vous
comment vous adressez cette question-là? Il y a plein d'autres thématiques, hein. Il y a le fait de multiplier des kilomètres de pistes cyclables dans sa commune ou pas, etc. etc. La question de la cantine scolaire, c'est vraiment de la compétence exclusive des élus